C'est arrivé le soir du réveillon. Un soir qu'on dit de famille, un de ceux où les tables sont pleines, les verres teintent et les mots devraient être tendres. Chez moi, ils ont claqué comme des gifles. Je me souviens de tout. Le bruit des couverts, le parfum du rôti, les lumières trop fortes du salon de Marc. Claire, sa femme, riait fort, un peu trop, comme pour meubler le silence entre nous. J'étais assise à une extrémité de la table, juste en face du sapin décoré de doré et d'argent, un décor parfait, glacé, sans chaleur. Le vin coulait, les conversations s'éparpillaient. Marc, mon fils, faisait des plaisanteries de circonstance, le regard parfois fuyant quand nos yeux se croisaient. Et puis, à la fin du repas, alors qu'on passait au café, il a levé la tête vers moi et d'un ton léger presque mondain, il a dit « Alors, Madame Dupont, vous reprenez du dessert ?» Un éclat de rire a parcouru la table, un rire gêné, nerveux, que personne n'a osé interrompre. Je crois même que Claire a murmuré, faussement amusée. « Oh, Marc, tu es terrible. » Mais lui n'a pas ri. Il a simplement baissé les yeux vers sa tasse, comme s'il avait prononcé quelque chose d'anodin. Madame Dupont, mon nom de veuve, mon nom sur les factures, sur les lettres officielles, sur les papiers de succession, un nom que je portais avec discrétion, mais jamais entre lui et moi, jamais entre une mère et son fils. J'ai senti le froid me traverser, non pas celui de la pièce, mais celui du cœur. Tout ce que j'avais donné les années, les soins, les repas préparés, les nuits passées à attendre ses appels, venait d'être effacé par un seul mot. Un mot banal, mais prononcé avec la distance d'un étranger. Un mot qui disait « Tu n'es plus maman, tu n'es plus proche, tu es juste une invitée, une formalité, une Dupont parmi d'autres. » J'ai voulu sourire pour sauver les apparences. J'ai pris ma cuillère, comme pour goûter à la bûche. Mais ma main tremblait. Je l'ai posée doucement, de peur que quelqu'un voie la secousse. Claire s'est levée pour aller chercher des assiettes. Marc s'est levé aussi, sans me regarder. Et moi, je suis restée là, assise, droite, le regard fixé sur le sapin. Les guirlandes clignotaient, indifférentes. Elles ne savaient pas qu'un lien venait de se rompre, là, entre deux tasses de café. Quand tout le monde a commencé à ranger, j'ai proposé d'aider. Claire m'a répondu avec son sourire poli. « Non, non, laissez, Madame Dupont. Vous êtes notre invitée. » Cette fois, le mot est tombé une deuxième fois, comme un sceau officiel. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une maladresse. C'était un glissement volontaire. Une façon de me ranger du côté des anciens, des extérieurs, de ceux qu'on tolère à table mais qu'on n'écoute plus. Je suis restée debout dans la cuisine, le torchon entre les mains. Je regardais Marc déplacer les plats, Claire embrasser sa mère, les enfants courir dans le couloir. Moi, j'étais une silhouette floue dans la lumière trop blanche. Une femme de passage, effacée par l'organisation impeccable d'une famille moderne. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai conduit lentement. La route entre leur maison et la mienne traversait la forêt, encore humide de pluie. Je voyais les lumières de Noël aux fenêtres, des familles réunies, des rires derrière les vitres. Et moi, j'avais encore ce mot dans la tête. Madame Dupont. Je l'ai répété à voix basse, pour voir ce qu'il faisait à ma bouche. Il sonnait faux, lourd, administratif. Il ne m'appartenait plus. C'était le nom d'une autre femme, une étrangère, une ombre. Pas celui d'une mère. Arrivé à la maison, j'ai allumé une seule lampe, dans le salon. Sur la cheminée, les photos de Paul, de Marc enfant, de nos étés à Cabourg. Sur l'une d'elles, il avait 4 ans, une bouée rouge autour du ventre, les cheveux en bataille, et il criait « Maman, regarde !» Je suis restée longtemps devant cette image. J'ai voulu lui parler, à cet enfant d'autrefois, lui demander « Quand as-tu cessé de m'appeler comme ça ?» Mais l'enfant ne répondait pas. Il restait figé dans sa joie ancienne, celle des étés où tout semblait encore possible. J'ai préparé du thé. Mécaniquement. L'eau a mis du temps à bouillir. J'ai écouté le clapotis, le sifflement, le bruit de la vapeur, tous ces sons minuscules qui tiennent lieu de compagnie quand on n'a plus de voix à entendre. Puis je me suis assise, le carnet sur les genoux. J'ai écrit, lentement, le soir du réveillon.
Il m'a appelée Madame Dupont, et j'ai compris que mon prénom, mon titre et ma place à table venaient de changer de camp. J'ai refermé le carnet, sans pleurer. Les larmes, je crois, étaient trop profondes pour sortir. Elles s'étaient figées quelque part, là où la dignité retient les chutes. Dehors, les cloches de minuit ont sonné. Les gens s'embrassaient, j'imagine. Moi, j'ai simplement soufflé sur ma tasse pour ne pas me brûler. Et j'ai murmuré, seule, dans le silence de la maison. « Bonne année, Madame Dupont !» Les mots m'ont fait rire. Un rire sec, presque ironique. Un rire de femme qui vient d'être effacée, mais qui sait qu'un jour, elle réécrira son nom autrement. Ce soir-là, sans le savoir, j'ai commencé à renaître. Avant qu'il m'appelle Madame Dupont, j'ai été bien d'autre chose. Une femme aimée, une épouse fidèle, une mère pleine de certitude et de rire. Et surtout, j'ai été Jeanne. Pas madame, pas maman avec la distance des adultes, juste maman comme un cri du cœur, celui d'un enfant qui a confiance. Quand je repense à ma vie d'avant, je revois d'abord la maison de Saint-Lô, notre première maison avec Paul. Une petite bâtisse blanche entourée de lilas, achetée juste après notre mariage. On n'avait pas beaucoup, mais on avait tout ce qu'il faut. Des rêves et une table en bois. Paul était instituteur, moi secrétaire à la mairie. Chaque soir, on se retrouvait dans la cuisine, une fenêtre ouverte sur le jardin, le bruit des couverts et la radio. On se parlait avec la tendresse de ceux qui croient que le monde est encore juste. Quand Marc est né, tout a changé. J'avais 29 ans. Je me souviens encore du petit cri qu'il a poussé en venant au monde. Paul pleurait, maladroit, ému, comme un enfant. Et moi, j'ai compris que ce cri serait le centre de ma vie. Marc a grandi vite, curieux, tendre, toujours en mouvement. Il me disait souvent « Maman, tu crois que les nuages ont un nom ?» Et je lui répondais en riant « Oui, mais il faut monter très haut pour l'entendre. » Chaque soir, quand Paul corrigeait ses copies, je préparais le goûter du lendemain. Le frigo était souvent vide, mais le cœur, lui, était plein. On n'avait pas peur de l'avenir, parce qu'on croyait au travail, à l'éducation, à la parole donnée. Notre nom, Dupont, n'était pas un symbole d'orgueil, c'était une promesse de droiture. Une manière tranquille de dire « Nous aussi, on compte, même sans fortune. » Les années ont filé. Marc est devenu un jeune homme brillant. Paul et moi en étions fiers. Il a fait des études de commerce, a quitté la maison pour Paris. Je l'ai aidé à s'installer, avec des draps propres, un peu d'argent, des confitures maison. Quand je suis reparti du studio, ce jour-là, il m'a serré fort et m'a murmuré « Ne t'inquiète pas, maman, je reviendrai souvent. » Et il a tenu parole au début. Chaque Noël, chaque anniversaire, il rentrait, les bras chargés de cadeaux, les poches pleines d'histoires. Paul l'écoutait avec ce sourire discret qu'il avait quand la fierté le débordait. Les soirs d'hiver, on faisait un feu, on sortait les albums photos. Je voyais dans le regard de Paul cette tendresse immense, ce sentiment d'avoir réussi l'essentiel, transmettre. Notre fils, c'était notre œuvre. La preuve vivante que l'amour et la rigueur peuvent tenir lieu de fortune. Et puis, un jour, Paul est tombé malade. Un de ces mots qu'on n'ose pas dire à voix haute, le cancer du pancréas. Tout est allé vite, trop vite. J'ai appris à parler à voix basse dans les couloirs d'hôpital, à cacher ma peur derrière des dossiers administratifs. Marc venait quand il pouvait. Il travaillait déjà beaucoup, disait-il. Je ne lui en voulais pas encore. Je me disais qu'il fallait le laisser vivre, ne pas peser. Quand Paul est parti, un soir d'octobre, c'est moi qui lui ai fermé les yeux. Et c'est Marc qui m'a prise dans ses bras en murmurant « Je te promets que tu ne seras jamais seule, maman. » Cette promesse, je l'ai crue. Je l'ai gardée dans un coin de mon cœur, comme une boussole. Pendant les années qui ont suivi, j'ai tout organisé pour qu'il puisse vivre bien. Je l'ai aidé pour son prêt immobilier, j'ai participé aux travaux de sa première maison, j'ai gardé ses enfants, préparé des repas entiers quand Claire, sa femme, était débordée. Je n'attendais rien, sinon un peu de considération, un mot, un regard reconnaissant. Mais le monde avait changé. Et moi, je n'avais pas su le suivre. Dans cette génération qui appelle tout simplification, j'étais devenue une complexité. Les liens, pour eux,
devait être pratique, réglé, efficace. Les sentiments devaient se dire par message, les remerciements par virement. Le premier Noël sans Paul, j'avais mis des semaines à préparer le repas. Je voulais que rien ne manque. Marc était arrivé en retard, un peu distrait, son téléphone toujours à la main. Il avait embrassé les enfants, salué la table, et m'avait dit « Maman, tu as encore fait trop. On t'a déjà dit qu'on préférait quelque chose de simple. » J'avais répondu en souriant « C'est mon plaisir. » Mais ce mot « trop » m'était resté. Faire trop devenait ma faute. Peu à peu, les invitations se sont espacées. Les « on t'appellera » sont devenus des « on verra ». Je me disais que c'était la vie. Que les enfants s'éloignent, c'est normal. Mais je n'avais pas compris que cet éloignement-là était plus radical, moral. Je devenais un poids administratif, une gestion parmi d'autres. Un jour, Claire m'a parlé d'une réorganisation familiale. Elle voulait que tout soit clair pour plus tard. Marc, gêné, restait silencieux. J'ai dit oui à tout, par habitude. Et c'est à ce moment-là, je crois, que mon prénom a commencé à disparaître doucement. Plus de Jeanne, plus de maman dans les courriels. Seulement bonjour ou merci pour ton aide. Comme une distance polie. Une désinfection des émotions. Alors, ce soir du réveillon, quand il m'a appelé Madame Dupont, ce n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'un long effacement. Un glissement presque invisible, mais implacable. Et dans ce mot, Madame Dupont, il y avait tout. La politesse froide, la peur du lien, la fatigue d'aimer, la volonté de simplifier même les sentiments. Mais moi, je ne voulais pas être simplifié. Je voulais être reconnu. Tout avait commencé bien avant ce réveillon-là. Mais on ne remarque pas tout de suite le moment où la tendresse se transforme en politesse, où la proximité devient prudence. L'amour ne disparaît pas d'un coup, il s'effiloche, fil après fil, dans des phrases banales. Je crois que le premier signe, je l'ai entendu dans la voix de Claire. Une façon douce mais sèche de dire Jeanne sans chaleur, sans regard. Avant, elle m'appelait Maman Jeanne, avec une affection un peu forcée, mais sincère. Puis, un jour, ce fut simplement Jeanne, et peu après, ta mère. Ces glissements-là, je ne les ai pas compris tout de suite. Je les ai excusés, comme on excuse une maladresse. Les invitations à dîner se sont faites plus rares. Il y avait toujours une raison. Marc travaille beaucoup, tu sais, ou les enfants sont malades. Je répondais toujours la même chose. Bien sûr, reposez-vous. Mais à force de repos, les dimanches sont devenus des semaines, puis des mois. Je me souviens d'un samedi de juin. J'avais préparé un gâteau pour l'anniversaire de ma petite fille, Élodie. Une tarte aux fraises, sa préférée. J'avais pris le train, 2 heures de trajet, un bouquet de fleurs à la main. À peine arrivé à la gare, un message est tombé. « Désolée Jeanne, on a dû décaler le repas. On t'appellera demain. » Je suis restée sur le quai, le bouquet dans une main, la tarte dans l'autre, sans savoir quoi faire. Les trains retour n'étaient pas encore partis. Alors j'ai marché un peu, j'ai trouvé un banc et j'ai mangé une part, seule, avec mes doigts. Le sucre collait à mes mains. Je me disais, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais au fond, quelque chose s'était fissuré. Les petites phrases blessantes sont venues ensuite, comme des aiguilles invisibles. Tu dramatises toujours, maman. Tu devrais vivre un peu pour toi, pas toujours à travers nous. À ton âge, on se fatigue vite, non ? Je riais, pour ne pas paraître vexée. Mais ces phrases revenaient, sous des formes différentes. Elles disaient toute la même chose. Tu n'es plus utile. Et quand on ne sert plus, on gêne. J'ai commencé à remarquer les silences au téléphone, les conversations écourtées, les « je te rappelle » qui ne revenaient pas. Une fois, j'ai même attendu un appel pendant 3 jours. Je m'étais surprise à dormir dans le fauteuil, le combiné à côté, comme une sentinelle inutile. À Noël, l'année précédente, il y avait déjà eu un incident. J'avais offert à Marc une montre ancienne, celle de Paul, un objet qu'il aimait enfant, qu'il observait dans les mains de son père, fasciné par le tic-tac. Quand il a ouvert le coffret, il a eu un petit sourire gêné. « C'est gentil, maman. Mais tu sais, on ne met plus trop de montres aujourd'hui. On a nos téléphones. » Et il a reposé la boîte, distrait. Je me souviens avoir murmuré.
Ce n'est pas pour l'heure, c'est pour la mémoire. Il n'a pas entendu. Peu à peu, j'ai senti que je dérangeais l'organisation parfaite de leur vie. Ils vivaient vite, bien, avec des agendas synchronisés, des enfants inscrits à 1000 activités. Moi, j'étais le grain de sable, celle qui ne comprenait pas les applications, les calendriers partagés, les menus sans gluten et les cadeaux groupés. Je n'étais plus la mère, ni même la grand-mère. J'étais une variable d'ajustement. Un soir, j'ai appelé. Je voulais juste savoir si je pouvais passer dimanche, apporter un gâteau aux enfants. Un silence. Puis la voix de Claire. « Oh, dimanche. Tu sais, on a déjà prévu un brunch avec des amis. Mais on te racontera. D'accord ? On te racontera. » Cette phrase m'a glacée. On ne me proposait plus de vivre les moments, seulement d'en recevoir le résumé. Je continuais à écrire des cartes, à envoyer des colis, un pull pour Marc, des livres pour les petits. Je recevais des réponses neutres. « Merci beaucoup, trop gentil ». Jamais un mot à la main, jamais un « je t'aime ». Même leurs SMS semblaient rédigés comme des communiqués de presse. Un jour, Marc est venu seul, sans prévenir. Je me suis réjouie trop vite. Il avait cet air sérieux que j'avais appris à redouter. Il s'est assis, a refusé le café. « Maman, il faut qu'on parle un peu finance. »« Finance ? Oui, la maison. On pense qu'il serait être mieux de la mettre à ton nom seul, mais avec une procuration, juste pour faciliter les démarches si un jour. » Tu sais, je l'ai regardé sans répondre. Il a ajouté vite, « C'est juste administratif. » J'ai entendu Paul murmurer dans ma mémoire. Les pièges sont souvent administratifs. J'ai signé à l'époque, sans lire. Par confiance. Ce mot-là, confiance, je le regrette encore. À partir de ce jour, tout s'est accéléré. Les visites se sont espacées davantage. Les fêtes de famille se passaient ailleurs. Une année, j'ai appris par hasard que le baptême de ma petite fille avait eu lieu la veille. Claire avait oublié de me prévenir. Elle m'avait envoyé ensuite des photos par message, avec un simple « On voulait éviter la fatigue pour toi ». Je me suis sentie vieille, soudain, comme si ma vitalité avait été décidée par d'autres. Un matin, en rangeant mes papiers, j'ai trouvé un mot griffonné par Paul dans un vieux carnet. Ne jamais laisser les autres écrire ton rôle, même ceux que tu aimes. Je crois que j'ai compris ce jour-là ce qui se jouait. Je n'étais plus maman. Je devenais un personnage secondaire, géré, consulté, neutralisé. Mais je n'étais pas encore prête à me révolter. Je croyais encore que l'amour reviendrait par habitude. Je me trompais. Et ce soir du réveillon, quand il m'a appelée Madame Dupont, c'était la conclusion logique de cette lente glissade. Le dernier mot d'un effacement déjà signé, depuis longtemps, dans le langage. La goutte d'eau est souvent minuscule. Elle ne fait pas de bruit, mais c'est elle qui rompt la digue. Pour moi, elle a pris la forme d'une enveloppe blanche, arrivée un matin de février, dans ma boîte aux lettres. Elle portait le logo d'un cabinet notarial de Paris. À l'intérieur, une lettre à l'entête parfaite, sans une faute, sans une émotion. Madame Dupont, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du projet de mandat de gestion établi en votre faveur, conformément aux souhaits exprimés par Monsieur et Madame Marc Dupont. L'objet de ce mandat est de simplifier les démarches administratives et d'assurer la bonne gestion de vos biens et revenus, dans un souci de sérénité familiale. Nous vous remercions de bien vouloir parapher chaque page et signer au bas du document. J'ai lu la lettre 2 fois. Le ton était neutre, presque bienveillant. Mais tout y était. La dépossession, la confiscation du droit de décider, la mise sous tutelle déguisée en attention familiale. Je suis restée longtemps debout, dans l'entrée, le papier à la main. Le mot « sérénité » me brûlait les doigts. C'est toujours le mot qu'on utilise avant de priver quelqu'un de sa voix. Le soir même, j'ai appelé Marc. Il m'a répondu rapidement, comme s'il attendait l'appel. « Ah oui, la lettre. C'est normal, maman. On fait ça pour simplifier. Tu n'as rien à craindre. C'est juste administratif. » Je crois que j'ai eu un petit rire sec. Administratif. Toujours ce mot-là. Oui, tu sais bien. On veut juste t'aider. Et Claire s'est beaucoup renseignée. Elle connaît un notaire très sérieux. Et toi? Tu as lu le document? Non. Pas entièrement.
Mais Claire m'a expliqué. C'est plus sûr, tu comprends? On pourra t'épauler au cas où tu serais fatigué, ou... Il a hésité. Je l'ai laissé finir. Ou incapable? C'est ça que tu voulais dire? Un silence. Puis, d'une voix douce. Maman, ne prends pas les choses comme ça, on anticipe, c'est tout. J'ai senti mon cœur battre lentement, comme une horloge mal réglée. J'ai dit calmement. Alors c'est elle, maintenant, qui décide pour moi. Mais non, arrête de voir le mal partout. J'ai raccroché sans un mot. Je crois que c'est à ce moment-là que le mot maman est mort. Je suis allée m'asseoir dans le salon. Le soir tombait, les rideaux étaient encore tirés. J'ai allumé une lampe. Sur la table, le document était là, ouvert, banal. Mais chaque phrase me glaçait. Autorise les mandataires à gérer, vendre, administrer tout bien, mobilier ou immobilier, au nom de la mandante. Au nom de la mandante. C'était moi, la mandante. Et eux, mes mandataires, mon fils et sa femme, devenaient mes administrateurs. J'ai senti une colère froide monter. Pas une tempête, un refus limpide. Je n'étais pas folle, pas absente, pas incapable. J'étais une femme qu'on essayait de ranger dans la case à protéger. Et la protection, quand elle n'est pas demandée, s'appelle autrement captation. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis levée, j'ai marché dans la maison. Chaque pièce me renvoyait quelque chose de moi. La nappe brodée de mon mariage, les dessins de Marc Enfant, les livres de Paul encore ouverts. Et soudain, j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de me voler tout cela, pas l'argent, pas les murs, mais la continuité. Vers 3 heures du matin, je me suis assise à mon bureau. J'ai pris mon carnet bleu, celui que Paul m'avait offert pour mes 50 ans. J'ai écrit « Quand un enfant veut vous simplifier, c'est souvent parce qu'il a cessé de vous comprendre. » Puis, plus bas, « Ne plus signer par amour, signer par clarté. » Le lendemain, j'ai appelé le cabinet notarial dont le nom figurait sur la lettre. Une voix mielleuse m'a répondu « Oui, Madame Dupont, nous avons tout préparé. Votre fils viendra avec les pièces d'identité, il vous expliquera tout. » Mon fils? Pourquoi pas moi? Oh, mais c'est lui qui a fait la démarche. Il est plus à l'aise avec ses procédures. J'ai senti mes lèvres se serrer. Je vois. Alors dites-lui qu'il n'aura pas besoin de venir. Et envoyez-moi une copie complète du mandat par courrier. Je veux tout lire. Chaque ligne. La secrétaire a marqué un silence. Bien sûr, madame. C'est inhabituel, mais nous vous l'enverrons. Inhabituel. Voilà le mot qui désigne une femme âgée qui pense encore par elle-même. Le courrier est arrivé 3 jours plus tard. J'ai lu, relu, annoté. Les phrases s'emboîtaient comme un piège. Par souci de simplification, avec l'accord tacite de la mandante, pour faciliter la transition patrimoniale. Et à la fin, une phrase manuscrite ajoutée par le notaire. Marc et Claire vous enverront une procuration complémentaire à signer avant le printemps. J'ai fermé les yeux. J'ai revu Paul dans son bureau, penché sur un livre de droit, me disant souvent « Lis toujours les notes de bas de page. C'est là qu'on cache les vérités. » Je me suis levée. Je suis allée chercher la boîte à lettres de Paul, où il rangeait les copies de ses anciens contrats. J'ai cherché, longtemps, et j'ai trouvé, au fond d'une chemise, un vieux document. Le titre de propriété de la maison, à nos 2 noms. En bas, une clause simple. L'usufruit du bien revient au conjoint survivant jusqu'à son décès. Je l'ai relu 3 fois. J'ai senti ma respiration revenir. Il ne pouvait rien faire sans moi. Rien. Le soir même, j'ai allumé une bougie et je me suis parlé à voix haute. « Jeanne Dupont, tu t'es tue trop longtemps. Ils ont confondu ton calme avec ta faiblesse. Mais la faiblesse, c'est d'abandonner son propre nom. Je ne pleurais plus. J'étais droite, lucide, ferme. Je savais désormais ce que je devais faire. Retrouver la trace de moi dans les papiers, les signatures, les décisions. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était une affaire de dignité. Le lendemain, j'ai appelé un autre notaire. Pas celui de Marc, pas celui de leur cercle. Un homme recommandé par une amie, à Avranches, Maître Pereiro. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour la semaine suivante. Je n'ai rien dit à Marc, ni à Claire. J'ai simplement rangé la lettre de mandat de gestion dans une pochette grise, et je l'ai notée sur mon carnet.
Pièce numéro 1. L'effacement administratif. Puis j'ai ajouté en dessous. Commencer à reconstruire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que je savais que le réveil avait sonné. Les jours suivants, j'ai vécu dans une sorte de silence lumineux. Un silence différent de celui que j'avais connu jusque-là. Non plus subi, mais choisi. Il ne m'écrasait plus, il m'éclairait. Chaque matin, je me levais tôt. Je faisais chauffer le café, ouvrais les volets, et j'allais m'asseoir à mon bureau, face à la fenêtre. Devant moi, il y avait 3 piles. La première, les documents récents, ceux que Marc et Claire m'avaient aidé à signer. La deuxième, les archives anciennes, celles de Paul, gardées dans leur odeur de papier jauni. La troisième, vierge, pour le nouveau dossier, celui que j'allais bâtir seul. J'ai compris que la seule manière de ne pas sombrer, c'était de reprendre l'ordre du monde sur la table. Je commençais par lire les lettres, mot par mot. Pas en mère, mais en lectrice. Je traquais la logique froide de leurs phrases. Simplifier, anticiper, protéger. Des mots anodins qui, ensemble, formaient un plan d'effacement progressif. Je voyais les strates, la mécanique. Chaque année, un petit document signé pour ton bien. Chaque fois, une parcelle de liberté qui changeait de main. Et soudain, je voyais tout. L'effacement doux, c'était ça. Une dépossession enveloppée de tendresse. Pas de cris, pas de menaces. Seulement des gestes de soin, des phrases bien tournées, une fausse bienveillance administrative. J'ai noté sur une feuille. Quand ils veulent ton bien, vérifie toujours à qui ils profitent. Cette phrase-là, je l'ai écrite en lettres capitales, et j'ai collé la feuille au mur, juste au-dessus de la lampe. Elle me servait de phare. Les nuits étaient longues. Je dormais mal, mais je ne souffrais plus de mes insomnies. Je les remplissais d'observations. Je recopiais des dates, des clauses, des noms. Je faisais des flèches, des liens, un vrai travail d'archéologue de ma propre vie. Parfois, je m'arrêtais. Je regardais par la fenêtre la lueur des lampadaires, le jardin endormi. Je pensais à Paul. Je lui parlais à voix basse. « Tu avais raison, mon vieux. Le mal, ce n'est pas toujours la méchanceté. C'est parfois l'organisation du confort au détriment de la conscience. » Je l'entendais presque me répondre. Ou plutôt, c'était sa droiture qui me parlait à travers ma mémoire. Je me suis remise à écrire tous les soirs. Pas pour me plaindre, pour comprendre. Mes carnets sont devenus mes témoins. J'y consignais tout. Les appels de Marc, les phrases exactes de Claire, les dates des courriers. J'ai créé une rubrique intitulée « Les moments de glissement ». Je notais, par exemple, 12 mars 2018. Claire me dit « Tu devrais nous confier la paperasse, c'est lourd pour toi. » J'ai répondu « Oui, peut être. » Première abdication. 5 juin 2020 et 1. Marc. On a besoin de ta signature pour les impôts. Je signe sans lire. Deuxième abdication. 24 décembre 2023. Madame Dupont. Disparition achevée. En relisant ces lignes, je ne ressentais pas de honte. Seulement une sorte de lucidité tranquille. Ce carnet n'était pas un journal intime. C'était un dossier de vérité. Un soir, j'ai reçu un message de Marc. « Maman, on passe te voir dimanche pour qu'on signe tout ensemble, d'accord ? Claire viendra avec les documents. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement écrit dans mon carnet. 24 février. Ils viendront signer ma disparition. Mais c'est moi qui signerai leur impuissance. Le lendemain, j'ai téléphoné à Maître Pereiro pour confirmer notre rendez-vous. La secrétaire m'a dit « Je vous attends jeudi à 10h. Apportez tout ce que vous avez. Et surtout, Madame Dupont, gardez le silence jusque-là. » J'ai souri. Le silence, je savais le manier, maintenant. Pas le silence qui subit, mais celui qui prépare. Les jours précédant ce rendez-vous, j'ai fait du tri. J'ai vidé les tiroirs, rangé les lettres, j'ai retrouvé d'anciens documents. Un reçu de donation fait à Marc il y a 15 ans, une autorisation bancaire jamais révoquée, une procuration qu'il utilisait encore. Chaque feuille était une miette de pouvoir abandonnée. Et je les reprenais, une à une, comme on ramasse sa dignité tombée au sol. Le soir, je me faisais du thé, et je relisais mes notes à voix haute.
Il m'arrivait de rire doucement, d'un rire fatigué, lucide. Tu vois, Jeanne, tu les as laissés écrire ton rôle. Maintenant, tu vas réécrire le texte. La veille du rendez-vous, j'ai préparé mon sac. J'y ai glissé la pochette grise, mes carnets, une copie de la lettre de Paul et ma carte d'identité. En refermant la fermeture, j'ai eu un geste étrange. J'ai caressé le cuir, comme si je fermais un cercueil, celui de ma naïveté. Je n'avais plus peur. J'avais un plan et une paix nouvelle, celle de la raison. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un tribunal. Il n'y avait ni juge, ni avocat, seulement une grande table en bois, avec mes papiers éparpillés. Et, au centre, un tampon rouge qui marquait chaque page d'un mot unique. Validé. Je me suis réveillée apaisée. C'était comme si la vérité, déjà, avait commencé son travail. Le matin, je me suis regardée dans la glace avant de sortir. Mon reflet m'a semblé plus ferme. Je me suis dit tout haut, « Il croit que je vais venir suppliante. Mais je viens témoin. J'ai pris mon manteau, mon écharpe et la clé de la maison. » Sur la table, le carnet bleu restait ouvert à la dernière phrase que j'avais écrite la veille. Ne jamais confondre la douceur avec la docilité. La première guérit, la seconde détruit. Je suis sortie. Le vent soufflait fort, mais il sentait la mer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie à nouveau vivante, prête à défendre, non pas mes biens, mais ma voix. Le jeudi suivant, j'ai pris le premier train pour Avranches. Il faisait encore nuit quand je suis montée à bord, la pochette grise contre moi comme un bouclier. Dans le wagon presque vide, j'ai regardé le paysage défiler lentement des champs nus, des fermes endormies, et cette lumière d'hiver qui n'éclaire qu'à moitié. J'avais l'impression de partir au front, mais sans colère, avec la rigueur d'une femme qui s'apprête à reprendre sa vie à la virgule près. Le bureau de maître Pereiro se trouvait au fond d'une petite rue pavée, près du tribunal. Une façade simple, un nom gravé dans le verre, étude notariale, Pereiro, associé. Quand je suis entrée, la chaleur et l'odeur de cire m'ont enveloppée. Une secrétaire m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Madame Dupont, maître Pereiro vous attend. » Je me suis avancée, le cœur battant mais le dos droit. Il m'a reçue debout. Un homme grand, sec, le regard clair. Sa poignée de main n'était ni froide ni molle. Elle disait « Je vous écoute. Asseyez-vous, Madame Dupont. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je lui ai tendu la pochette. « C'est tout ici. Ce sont des papiers que j'ai signés sans les lire. Et d'autres qu'on voudrait que je signe encore. Très bien. Vous avez bien fait de venir. » Il a ouvert la chemise, a sorti les feuilles une à une, méthodique, précis. Il lisait à voix basse, notait des mots sur un carnet. Mandat global, gestion totale, clause successorale, procuration permanente. Parfois, il fronçait les sourcils, parfois il hochait la tête d'un air pensif. Puis il a levé les yeux vers moi. « Madame Dupont, ce qu'on vous a fait signer s'appelle une délégation totale de pouvoir. Vous n'avez plus le contrôle de vos comptes, ni de vos biens, ni de votre maison. Techniquement, votre fils peut vendre, louer, investir à votre place. Vous n'êtes plus qu'un nom sur les papiers. » J'ai respiré profondément. Je ne tremblais pas. Alors il est temps que je redevienne une personne, pas un nom. Il a esquissé un sourire. C'est exactement ce que nous allons faire. Il a pris une feuille vierge et a écrit « Plan de restitution. Dossier Jeanne Dupont. Révocation immédiate des procurations bancaires existantes. Opposition à toute signature au nom de la cliente. Ouverture d'un compte personnel sécurisé avec accès exclusif. Rédaction d'un testament authentique sous scellé. Lettre recommandée au notaire de Paris pour annuler le mandat frauduleux. Mise à jour du titre de propriété de la maison. Tout cela est légal, propre et rapide. Et surtout, Madame Dupont, silencieux. Aucune scène, aucune dispute. Le droit fera le travail à votre place. » J'ai senti mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me rendait les mots justes. Le droit, pas la vengeance. Nous avons commencé par la banque. Il a dicté un courrier clair et froid. Je sous-signais Jeanne Dupont, révoque dès ce jour toute procuration donnée à Monsieur Marc Dupont sur mes comptes. Toute opération en son nom est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Il a signé, tamponné, et m'a fait paraffer. Voilà. Dès ce soir, il n'aura plus accès à rien. Et si jamais il tente une opération, la banque m'appelle, pas lui. Il a pris un autre document, plus épais. Voici le testament. Je veux que vous le lisiez lentement. J'ai lu. Il y avait des mots qui sonnaient comme une musique nouvelle, pleine propriété, libre disposition, usufruit exclusif. Des mots qui disaient « Je décide ». Je l'ai signé sans trembler. À la fin, il a ajouté, presque comme un sculpteur qui donne le dernier coup de ciseau. Et voici une clause de réserve. Aucune procuration future ne pourra être établie sans la présence physique de la signataire. Il a levé la tête. Vous venez de fermer la porte pour toujours, Madame Dupont. À la pause, il m'a proposé un café. Nous avons parlé un peu de la vie, de Paul, de l'époque où les papiers se signaient sur la confiance. Il a dit, pensif, la confiance, c'est ce que les notaires appelaient autrefois l'honneur. Aujourd'hui, c'est devenu une stratégie. Vous venez de rétablir l'honneur. J'ai souri. Je ne voulais pas gagner. Je voulais juste qu'on arrête de m'effacer. Alors c'est gagné, Jeanne. Il m'a appelée Jeanne, pas Madame Dupont. Et cette simple syllabe a suffi à me redonner un peu de peau. En rentrant chez moi, j'ai pris le bus au lieu du train. Je voulais voir les paysages, les villages, les arbres. J'avais l'impression que tout s'alignait à nouveau. Les champs, les toits, les routes, mon monde reprenait une logique. J'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai écrit. On m'a appelée Madame Dupont. Mais c'est Jeanne qui signe, aujourd'hui. Puis, plus bas, le silence devient un stylo. Les jours suivants, tout s'est mis en place. Maître Pereiro m'envoyait les confirmations une à une. La banque, la maison, le notaire de Paris. Chaque email commençait par « Chère Madame Jeanne Dupont », 3 mots, 3 réparations. Marc a bien sûr remarqué. Il m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Je savais que le moment du face-à-face approchait, mais je n'avais plus peur de ce moment-là, parce que je savais que, cette fois, les papiers parleraient pour moi. Le dernier courrier de Maître Pereiro est arrivé un mardi matin. Une simple phrase. « Oui fou, l'ensemble des modifications est désormais effectif. Vous êtes, à tous égards, seule détentrice de vos biens. » J'ai relu cette phrase au moins 10 fois. Seule détentrice. C'était beau, presque poétique. J'ai fermé les yeux. J'ai murmuré. « Merci, Paul. Tu peux dormir tranquille. » Le soir, j'ai préparé la table. Non pas pour recevoir quelqu'un, mais pour moi. Une assiette, un verre, une bougie. Je me suis servi un verre de vin et j'ai levé mon verre dans le silence du salon. À Jeanne Dupont, celle qu'on a appelée Madame, mais qui a retrouvé son prénom. Et dans la lueur de la flamme, j'ai compris que la guerre était finie. La mienne, en tout cas. Restait à voir comment eux, les miens, allaient réagir quand ils comprendraient que le piège s'était refermé. La première réaction de Marc ne fut pas la colère. Ce fut l'incrédulité. Un matin, il m'a appelé, la voix précipitée. « Maman, la banque vient de m'informer que la procuration a été révoquée. Il doit y avoir une erreur. » J'ai répondu calmement. « Aucune erreur, Marc. J'ai simplement repris mes droits. » « Tes droits ? Mais pourquoi ? On faisait tout pour t'aider. » « Aider, ce n'est pas remplacer. » Un silence, puis un soupir agacé. « Tu ne comprends pas, Claire est furieuse. Elle dit que tu ne nous fais plus confiance. » Je ne confonds plus la confiance avec l'abandon. Il n'a rien trouvé à dire. Je crois qu'à cet instant précis, il a senti pour la première fois la distance réelle entre nous, non plus celle du kilomètre, mais celle de la lucidité. 2 jours plus tard, Claire m'a écrit directement. Un courriel froid, presque administratif. « Jeanne, nous avons découvert avec étonnement les démarches entreprises par Maître Pereiro. Tout cela nous met dans une position délicate vis-à-vis des enfants et de nos projets communs. Nous aurions apprécié que vous nous en parliez. » Ce silence crée des malentendus regrettables. J'ai relu le message plusieurs fois. Elle parlait de malentendus comme on parle d'un plat raté. Leur malentendu, c'était d'avoir cru que je resterais à ma place d'ombre. Je n'ai pas répondu, mais j'ai transféré le message à Maître Pereiro. Sa réponse, brève et parfaite, ne répondait à rien,
Le droit a déjà parlé. Le samedi suivant, ils sont venus, sans prévenir. J'ai entendu la voiture dans l'allée, puis la sonnette. J'ai ouvert la porte. Marc tenait une enveloppe à la main, Claire restait un pas en arrière, raide comme une statue. « Maman, il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. » Il a sorti des papiers. « Tu as tout bloqué. Les comptes, la maison, le mandat. Tu n'as pas le droit de faire ça sans nous prévenir. Je t'assure que si, j'ai tous les droits. Et surtout celui de ne pas être géré. Mais enfin, on s'inquiétait pour toi. Alors inquiète-toi pour toi maintenant, Marc. » Claire a tenté d'intervenir, la voix tremblante de colère. « C'est odieux, Jeanne. On voulait simplement éviter les complications. Tu n'as pas idée de la charge mentale qu'on supporte avec tout ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je n'ai plus à supporter votre sérénité, Claire. » Ils ont échangé un regard, celui des conjoints qui sentent que la partie leur échappe. Marc s'est adouci, a essayé une autre tactique. « Écoute, maman, on peut tout remettre en ordre. On annule les mandats, on garde juste un œil pour t'éviter les soucis. Marc, j'ai 73 ans, pas 103. Je gère mes soucis depuis plus longtemps que toi, tes agendas. » Il a baissé la tête. La colère laissait place à une sorte d'embarras enfantin. Claire, elle, bouillonnait. « Tu veux vraiment qu'on se déchire publiquement ? » ?»« Non, Claire. C'est pour éviter ça que j'ai choisi la loi. » Je les ai invités à s'asseoir. J'ai sorti la chemise bleue de Maître Pereiro. Les posé sur la table. Voici les documents officiels. Vous pouvez les lire. Ils ont parcouru les feuilles, silencieux. Chaque signature, chaque tampon, chaque clause leur ôtait un peu de pouvoir. Marc a murmuré. « Mais tout est légal ? » ?»« Absolument. Et c'est ce qui le rend irréversible. » Il a refermé le dossier lentement, comme on referme une boîte à regrets. Le téléphone a sonné. C'était Maître Pereiro. Je lui ai passé le combiné. Il a parlé avec Marc, d'une voix calme, presque paternelle. « Monsieur Dupont, tout a été fait dans le respect du droit. Votre mère a simplement repris possession de ses biens et de son autonomie. Il n'y a ni faute, ni offense. Seulement la fin d'une confusion. » Je voyais le visage de Marc se décomposer. Ses épaules s'affaissaient, son regard cherchait une issue. Claire, elle, restait droite, le menton haut, mais ses doigts tremblaient. Quand il a raccroché, Marc m'a regardé longtemps. « Tu m'as piégé, maman. » »« Non, Marc. Tu t'es piégé tout seul, en croyant que l'amour autorisait tout. » Ils sont partis sans un mot. Le claquement de la portière a résonné dans l'allée comme un verdict. Je me suis assise à la table, j'ai respiré lentement. Je ne ressentais pas de triomphe, seulement une paix un peu lourde, celle qu'on éprouve après une tempête enfin éteinte. Le soir, j'ai reçu un message. « Tu as tout détruit, maman. J'espère que tu es fière de toi. » J'ai répondu. Simplement. Je ne suis pas fière, je suis debout. Puis, j'ai éteint le téléphone. Le lendemain, Maître Pereiro m'a appelé. « Tout est sécurisé. Vous n'aurez plus à vous en soucier. Je vous félicite, Madame Jeanne. Peu de gens ont votre calme et votre courage. Merci, maître. Vous savez, je n'ai pas voulu les blesser. Non. Vous avez simplement rétabli l'ordre. Ce n'est pas la même chose. » Avant de raccrocher, il a ajouté « S'ils reviennent vers vous, gardez le silence. » Le silence, c'est la seule phrase que la loi ne peut pas déformer. J'ai suivi son conseil. Les semaines suivantes, j'ai vécu comme une convalescente. Pas de rancune, pas de revanche. Je reprenais goût aux choses simples. Le marché, les journaux, le thé du matin. Parfois, la tristesse me visitait, mais une tristesse polie, presque respectueuse. Elle entrait, restait un peu, puis repartait. Je savais que Marc et Claire parlaient beaucoup de moi, qu'ils racontaient leur version, celle de la mère ingrate, influencée, capricieuse. Mais je n'avais plus besoin de convaincre personne. La vérité n'est pas un récit, c'est une tenue. Et moi, je la portais comme un vêtement sobre, ajusté à ma taille. Un soir, j'ai repris mon carnet bleu. J'y ai écrit « Le piège s'est refermé. » Oui, mais ce n'était pas une trappe. C'était une porte. Et je l'ai fermée doucement, sans bruit, pour que personne ne se blesse. J'ai soufflé la bougie. Le silence s'est installé, dense, tranquille. C'était fini. Non pas entre une mère et son fils, mais entre la faiblesse et la peur.
Les jours suivants, le silence n'a pas seulement régné dans ma maison. Il s'est répandu, comme un courant d'air froid, à travers toute la famille. Un silence qui ne tue pas, mais qui sépare, lentement. Au début, j'ai cru que Marc rappellerait, qu'il reviendrait seul, honteux, cherchant un mot d'excuse ou au moins un prétexte pour rompre la distance. Mais non, le téléphone est resté muet. C'est étrange. Ce moment où le silence cesse d'être un accident pour devenir une habitude. C'est par d'autres que j'ai appris. Par ma sœur d'abord, qui m'a appelé d'un ton prudent. Tu sais, Jeanne, Marc et Claire, ils racontent que tu t'es fâchée toute seule, que tu es devenue méfiante, influencée par quelqu'un, un notaire, je crois. J'ai souri tristement. Oui, c'est toujours ainsi. Quand une femme âgée pense, c'est qu'on l'a influencée. Tu veux que je leur parle? Non. Laisse-les croire ce qui les rassure. Je sentais que cette histoire dépassait déjà le cadre de notre trio. Elle devenait un récit social, une légende de salon. La vieille dame paranoïaque qui a coupé les ponts avec ses enfants. Mais qu'importe. Je savais, moi, la vérité froide, celle des papiers tamponnés. Puis, ce fut ma petite fille, Élodie, 16 ans à peine, qui m'envoya un message. « Mamie, papa est triste. Il dit que tu ne veux plus qu'on vienne. Moi, je t'aime toujours. » Je ne comprends pas tout. J'ai mis longtemps à répondre. Je ne voulais pas la mêler à cette histoire d'adulte. Mais je ne pouvais pas non plus me taire complètement. Alors j'ai écrit « Je t'aime, ma chérie. Ce n'est pas que je ne veux plus vous voir. C'est que parfois, pour se faire respecter, il faut s'éloigner un peu. » Elle m'a envoyé un cœur rouge. Et j'ai pleuré, doucement. Pas de tristesse, mais de lucidité. Je comprenais que l'amour, pour survivre, devait parfois se mettre à distance. Pendant ce temps, dans la petite ville, les rumeurs allaient vite. On me croisait au marché. On me demandait avec une fausse compassion. Alors, pas de nouvelles de Marc? Ou, vous savez les enfants, ils ont tellement à faire aujourd'hui. Je répondais d'un sourire tranquille. Je ne voulais pas nourrir leur curiosité, ni leur pitié. Les gens aiment les histoires, mais rarement la vérité nue. Un matin, j'ai reçu une lettre recommandée. Je l'ai reconnue tout de suite. Le nom de Marc, en haut à droite. L'écriture serrée de Claire, reconnaissable entre mille. J'ai ouvert lentement, avec cette prudence qu'on a devant les mots qui vont blesser. Maman, nous avons beaucoup réfléchi. Cette situation est absurde. Si tu veux que nous reprenions contact, il faudra revenir sur certaines décisions. Nous te proposons de revoir le notaire ensemble, pour simplifier les choses. Simplifier. Toujours ce mot. Je l'ai relu au moins 10 fois. Puis j'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien à simplifier quand on a enfin remis les choses à leur juste place. Les semaines ont passé. Le printemps arrivait, avec cette lumière crue qui ne cache rien. Je sortais souvent marcher le long de la rivière. Le vent dans les branches me tenait compagnie. Je n'attendais plus rien. Ni réconciliation, ni revanche. J'apprenais la beauté du vide, un espace où plus personne ne peut mentir. Un jour, au détour d'une rue, j'ai croisé une amie de Claire. Elle m'a salué poliment, un peu gênée. « Jeanne, vous savez, Marc n'est pas bien. Il se sent coupable, mais il ne sait pas comment revenir. » J'ai répondu simplement qu'il commence par se souvenir de mon prénom. Elle n'a pas su quoi dire. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. Les mois suivants furent étrangement doux. Je vivais seule, oui, mais pas isolée. Je retrouvais la compagnie de petites choses oubliées. Le bruit des pages qu'on tourne, l'odeur du café, la lumière du matin sur les carreaux. Je redécouvrais ma maison, pièce après pièce, comme un territoire reconquis. Chaque clé que je tenais dans ma main reprenait son sens. Elle n'ouvrait plus seulement des portes, elle me rendait ma voix. Je recevais encore des lettres de Marc, de plus en plus courtes. Elles commençaient toujours par madame ou maman, selon son humeur. Mais aucune ne disait pardon. Et c'était bien ainsi. Je ne voulais pas un pardon de circonstance. Je voulais le silence vrai, celui qui répare, parce qu'il reconnaît sans mot dire. Un dimanche, à la messe, le curé a parlé du fils prodigue. Tout le monde souriait à cette parabole si commode. Mais moi, j'ai pensé à l'autre frère, celui qu'on oublie toujours. Celui qui reste, travaille, endure,
sans recevoir de banquet. J'ai compris que j'étais devenue ce frère-là, pas prodigue, pas absente, mais fidèle à ma propre loi. Puis, un jour, sans prévenir, Marc est revenu. Ce n'était pas encore la réconciliation, juste une apparition. Il s'est arrêté devant la porte, un bouquet maladroit à la main. Je l'ai invité à entrer. Il a regardé autour de lui, comme un étranger. « Tu n'as rien changé. » « Si. Tout ce qui ne se voit pas. » Nous avons bu un café. Il n'a pas parlé du passé. Moi non plus. Nos silences faisaient le travail à notre place. Avant de partir, il m'a dit « Tu m'en veux encore ?»« Non. Je me protège encore. » Il a hoché la tête, doucement. Et cette fois, en refermant la porte, il a murmuré « Bonne soirée, maman. » Ce mot-là, simple, hésitant, valait tous les aveux. Quand il est parti, j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin, les roses, la lumière du soir. Je me suis dit que la justice, parfois, ne s'écrit pas sur les jugements, mais dans la lenteur des gestes qui reprennent leur juste mesure. Il m'avait appelée Madame Dupont pour effacer ma tendresse. J'étais redevenue maman par le poids tranquille de ma clarté. Et cela suffisait. L'été suivant, j'ai quitté la maison de Saint-Aubin, non pas par fuite, mais par respiration. Je ne voulais plus habiter les murs où chaque couloir murmurait le nom de Paul, où chaque meuble gardait la trace d'une blessure ancienne. J'avais besoin d'un lieu où rien ne me rappellerait ce que j'avais perdu, mais seulement ce que j'étais devenue. Alors j'ai loué un petit appartement à Granville, face à la mer. Un 2 pièces simple, lumineux, avec un balcon assez grand pour une table et une chaise. De ma fenêtre, je voyais les bateaux revenir chaque matin, chargés de poissons et d'écume. Le vent salé entrait partout dans mes cheveux, dans ma tasse de café, dans mes pensées. J'avais l'impression qu'il nettoyait tout, même les souvenirs trop lourds. Les premiers jours, je n'ai parlé à personne. J'observais les passants, les mouettes, la lumière. Je retrouvais une forme d'humilité, celle du début. Je réapprenais à exister sans être la mère de quelqu'un. C'est étrange. Cette liberté a 73 ans. On la croit tardive, mais elle arrive au moment exact où le silence devient plus fort que les voix autour. Je sortais marcher chaque matin sur la jetée. Les pêcheurs me saluaient. Il y avait un café au coin du port, le phare bleu, où je m'asseyais toujours à la même place. Le serveur, un homme d'une 50aine d'années nommé Antoine, avait cette politesse tranquille qu'ont les gens du large. Il ne posait jamais de questions. Un jour, il m'a simplement dit « On vous voit souvent seul. Vous écrivez ?» J'ai souri. « Non. Je me relis. » Il a ri. Et à partir de là, il m'a servi chaque matin un café et un sourire, sans rien ajouter. Un jeudi, j'ai croisé une femme d'à peu près mon âge qui tricotait sur le banc près du phare. Elle s'appelait Madeleine. Elle avait des mains vives, un rire clair, et une manière de parler de la mer comme d'un compagnon de route. Peu à peu, nous sommes devenus amis. Elle aussi avait vécu une fracture familiale, une fille partie sans se retourner, un silence qui dure depuis 10 ans. Nous ne parlions pas beaucoup de douleur, mais elle vibrait entre nos phrases, comme une musique de fond. Nous nous comprenions sans nous expliquer. Chaque soir, j'écrivais dans mon carnet bleu, non plus pour consigner les preuves, mais pour semer des graines de paix. Je notais les petites victoires. Aujourd'hui, j'ai ri pour rien. J'ai cuisiné pour moi seule, sans tristesse. J'ai regardé la mer pendant 1 heure sans penser à personne. Je réalisais que la liberté, ce n'est pas l'absence de liens, mais la capacité de respirer même quand les liens s'effilochent. Parfois, Marc m'envoyait encore des messages. Courts, maladroits, hésitants. « Tu vas bien ? Les enfants demandent de tes nouvelles. Claire voudrait t'envoyer une photo. » Je répondais sobrement, sans colère, sans tendresse excessive. « Je vais bien. Profite d'eux. » Il n'y avait plus de rancune. Seulement un espace clair entre nous, une distance qui ne faisait plus mal. Être que c'était ça, le vrai pardon. Ne plus vouloir réparer, simplement laisser être. Un matin d'août, il est venu me voir, sans prévenir, comme autrefois, mais sans arrogance cette fois. Il portait une chemise claire, le visage fatigué. Sur le port, le vent soufflait fort. Nous nous sommes installés à la terrasse du phare bleu. Antoine nous a salués d'un regard complice.
Marc a commencé. Je ne savais pas si je devais venir, mais j'en avais besoin. Tu as bien fait. Il regardait la mer, nerveux. Je ne comprends toujours pas tout, tu sais. Mais je crois que j'ai compris une chose. Tu ne voulais pas nous punir. Tu voulais simplement rester entière. Je n'ai rien répondu. Parfois, le silence suffit à confirmer. Il a ajouté, plus bas, je t'ai appelé Madame Dupont ce soir-là. Je crois que c'était moi que je ne reconnaissais plus. Pas toi. Ses yeux se sont mouillés. Je lui ai pris la main, doucement. Tu as retrouvé ta voix, Marc. C'est tout ce que je voulais. Nous avons parlé longtemps, calmement, de Paul, d'Élodie, du temps perdu. Quand il est reparti, il m'a embrassé sur le front. Et en partant, il a dit simplement « À bientôt, maman ». Ce mot, prononcé sans honte, a eu la force d'un pardon réciproque. Depuis ce jour, il m'écrit régulièrement. Pas souvent, mais sincèrement. Il ne parle plus d'argent, ni de papier. Il parle de livres, de la pluie, des enfants, de la vie, simplement. Et moi, je réponds. Nos lettres se ressemblent un peu à celles de deux étrangers qui réapprennent la grammaire du lien. Mais au fond, c'est être ça, la plus belle reconstruction. Ne pas chercher à retrouver ce qu'on avait, mais à inventer une nouvelle manière d'exister côte à côte. Un soir, alors que je regardais le soleil descendre derrière les falaises, j'ai pensé à Paul. Je lui ai parlé tout bas. Tu vois, mon amour, tout s'est remis à sa place. Pas comme avant, mais assez pour respirer. Ils m'ont rendu invisible, mais c'est dans l'ombre que j'ai retrouvé ma lumière. J'ai entendu dans le vent comme un souffle de réponse, un écho lointain. Ou était-ce simplement la mer, qui sait murmurer les vérités qu'on n'ose plus formuler. Aujourd'hui, ma vie tient dans une routine simple. Le café du matin, la marche, quelques amis, les lettres, plus de bruit, plus de tension, juste une paix solide, patinée comme le bois de ma table. Et quand je regarde les vagues, je me dis que tout ce combat n'était pas une revanche, mais une réclamation d'existence. On ne lutte pas toujours pour être aimé parfois, on lutte juste pour être entendu. Je ne regrette rien, même pas la douleur, parce que c'est elle qui m'a rendue vivante. Je regarde la mer chaque matin à la même heure. C'est devenu un rituel, une prière sans mots. Je m'assieds avec mon café, la lumière arrive doucement, et les vagues font le reste. Elles avancent, reculent, recommencent comme moi. À 73 ans, je n'ai plus besoin d'être comprise. J'ai longtemps cru que la paix viendrait d'une réconciliation, d'un geste tendre, d'une phrase dite enfin. Mais non. La paix, je l'ai trouvée dans une absence bien ordonnée, l'absence de justification, de peur, d'attente. Je ne suis plus en guerre avec personne. Pas même avec Marc, pas même avec moi. Il m'écrit parfois, Claire aussi, quelques lignes polies, presque timides. Je réponds avec mesure. Il y a dans notre correspondance un ton nouveau, celui des gens qui se parlent d'égal à égal. Ce n'est pas l'amour d'avant, mais un respect revenu de loin, et cela suffit. Je repense souvent à ce soir du réveillon, à cette phrase qui m'avait glacée. Madame Dupont, elle était tombée dans la pièce comme un couperet, séparant l'avant et l'après. Mais aujourd'hui, ce mot n'a plus le même poids. Je l'ai réconcilié avec moi. Madame Dupont, c'est la femme debout, la citoyenne, la propriétaire de sa voix et de ses choix. Jeanne, c'est la femme tendre, blessée mais vivante, celle qui aime encore malgré tout. J'ai cessé d'opposer l'une à l'autre. Elles cohabitent désormais, paisiblement. C'est être ça, vieillir vraiment, ne plus s'excuser d'être plusieurs à la fois. J'ai appris à ne plus chercher la reconnaissance dans les yeux des autres. Pendant des années, j'ai vécu pour mériter un merci, un regard, une phrase qui ne venait jamais. J'ai compris que le merci le plus profond, c'est celui qu'on se dit à soi-même. Un soir, j'ai écrit dans mon carnet « Merci Jeanne, d'avoir tenu ». Et ce fut la première fois que je me suis sentie pleinement à ma place. Le monde a changé autour de moi. Les enfants d'aujourd'hui tutoient leurs parents, mais ils les écoutent peu. On parle de tout, sauf de ce qui compte. On dit « je t'aime » sans savoir le prouver. On signe sans lire. On promet sans penser. Moi, j'ai choisi l'inverse. Moins de mots, plus de tenue. Je ne juge plus. Je constate, simplement.
Chacun avance avec sa peur, son orgueil, ses illusions. Moi, j'avance avec ma clarté. Et cela, personne ne pourra plus me le prendre. Parfois, quand le vent souffle fort, je crois entendre Paul rire dans la maison. Je lui parle souvent, pas comme à un souvenir, mais comme à une présence douce. Je lui raconte mes journées, mes promenades, mes lectures. Je lui dis que Marc va mieux, que les enfants grandissent, que la maison a gardé son odeur. Et dans ce dialogue invisible, je sens qu'il m'écoute encore. Peut être que l'amour ne meurt pas. Il change simplement de fréquence. Un après-midi, alors que je triais mes papiers, j'ai retrouvé le dossier complet de l'affaire. Les lettres, les mandats, les révocations, les signatures, j'ai tout relu calmement, sans rancune. Chaque feuille était une cicatrice propre, nette, refermée. J'ai rassemblé le tout dans une grande enveloppe Kraft, que j'ai glissée dans un tiroir. Sur le dessus, j'ai écrit au stylo noir « Affaire close ». Puis j'ai ajouté en dessous, presque en souriant, « À ne rouvrir que si la mémoire faiblit ». Je ne suis pas devenue héroïne de quoi que ce soit. Je ne suis qu'une femme ordinaire qui a dit stop au bon moment. Mais je sais maintenant que ce simple mot stop peut sauver des vies entières. J'aurais voulu qu'on l'enseigne aux jeunes filles comme une prière de survie. Apprenez à dire non avant qu'on parle pour vous. Ce que j'ai vécu n'est pas un drame familial. C'est une leçon sur la lenteur des effacements. On ne perd pas sa place d'un coup. On la cède. Un mot après l'autre, un papier après l'autre, jusqu'à devenir figurante de sa propre vie. Moi, j'ai eu la chance de m'en apercevoir à temps. Je n'attends plus rien de Marc. Je n'espère plus d'excuses. Je sais que sa culpabilité silencieuse le travaille davantage que n'importe quel reproche. Et je ne veux plus le voir souffrir pour moi. Il doit, à son tour, comprendre ce que j'ai compris, qu'on ne mesure pas l'amour à la possession, mais à la considération. Quand il viendra, s'il revient, je l'accueillerai comme un visiteur, pas comme un sauveur. Nous boirons un café, nous parlerons de la mer, des enfants, de la météo, et ce sera bien. La tendresse n'a pas besoin de grands discours. Le soir, quand je ferme les volets, je pense à toutes celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Les mères mises de côté, les pères rendus invisibles, les grands-parents qui n'ont plus droit à la parole. Je voudrais leur dire « Ne laissez jamais la douceur devenir une excuse pour qu'on vous efface. L'amour n'interdit pas la lucidité, et la lucidité n'exclut pas la bonté. C'est ce fragile équilibre qui m'a sauvée. Être ferme sans devenir amère, être clair sans être cruel. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que je les vivrai comme on garde un feu calme, sans bruit, sans fumée, mais sans extinction possible. Je continuerai à écrire, à marcher, à écouter la mer. Et peut être qu'un jour, quand je ne serai plus là, quelqu'un tombera sur mes carnets. Il lira mes mots et comprendra que ma plus grande victoire n'a pas été de gagner un procès, ni même d'être reconnu, mais simplement d'avoir retrouvé ma voix dans le silence. Je referme mon carnet bleu, celui qui m'a suivi tout au long de ce combat. Je le range dans le tiroir à côté de la grande enveloppe Kraft. Puis je souffle la bougie. La flamme vacille, hésite, puis s'éteint. Dans le noir, la mer continue de respirer dehors. Et moi, je souris. Parce que maintenant je sais, la justice, la vraie, ne vient pas toujours des tribunaux, ni des mots criés. Elle vient des gestes calmes, des décisions tenues, de la paix conquise sans témoin. Et si je devais résumer tout ce chemin, toute une vie de mère, d'épouse, de femme redevenue entière, je n'aurais besoin que d'une phrase, celle que j'écris ici, pour que plus jamais je ne l'oublie. Le silence peut aussi être une forme de justice.